je puisse à mon tour rassurer mes concitoyens. Il s'agit de niveau sécuritaire ou d'une façon sécuritaire de se débarrasser de ces déchets. Reprise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole pour participer au débat sur le projet de loi C-69. Ce débat a été traité comme s'il s'agissait d'un projet de loi sur tout le budget. Bon, je comprends, c'est le projet de loi d'exécution du budget. Je remercie mes collègues, le député de Kitchener-Centre notamment, il y a quelques instants, qui s'est concentré sur certains aspects de C-69 et du budget que moi-même je ne vais pas aborder dans mon allocution. Pendant le temps qui m'est accordé, je vais parler d'une partie du projet de loi C-69. Pour ceux qui nous observent ce soir, qui observent et qui suivent le débat, je vais peut-être faire un petit peu marche arrière et dire d'abord qu'il s'agit d'un projet de loi omnibus. C'est le genre de projet de loi que les libéraux s'étaient engagés à ne pas utiliser dans la plateforme de 2015. C'est un projet de loi omnibus qui porte sur bien des sujets, bien des choses, et notamment qui parle d'une cause sur la loi sur l'évaluation des impacts. Donc, on a un projet de loi qui a plus de 400 pages de long. Je parle des pages 555 à 581. Un article qui, selon moi, ne devrait pas y figurer. Je tiens à être clair dès le départ. On essaye de rédiger certaines parties de la loi sur l'évaluation des impacts. C'est assez ironique pour ceux qui suivent le débat, mais ce n'est pas si ironique que cela, parce que lorsque les libéraux ont proposé des amendements à la loi sur l'évaluation des impacts qu'ils avaient promis lors de la plateforme de 2015, eh bien, ce projet de loi était aussi le projet de loi C-69. J'avais voté contre à l'époque et je vais encore voter contre cette fois-ci. Et mon discours ce soir, c'est ma façon d'essayer de persuader le ministre de l'Environnement, le ministre de la Justice, notamment à repenser les choses et à retirer la partie 4, division 28 du projet de loi C-69, pour, au lieu de cela, faire ce qui a été promis en 2015, réparer ce qui a été fait à la loi d'évaluation des impacts, d'évaluation des impacts environnementaux, comme on l'appelait à l'époque. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais peut-être quand même prendre le temps maintenant d'expliquer que de 1975, quand notre pays a tenu sa première évaluation environnementale, eh bien, à l'époque, et c'est ironique, c'était le projet de Nouvelle-Écosse à l'île de Cap-Breton. J'ai été aux audiences, aux toutes premières, qui ont eu lieu en 1975, du projet Redco-Hyco. Le gouvernement fédéral, à l'époque, utilisait le processus d'évaluation ou d'examen des lignes directrices adoptées par décret par le cabinet fédéral et qui prévoyait que lorsque le gouvernement fédéral faisait quelque chose, que le gouvernement fédéral réexaminait ses propres actions. Donc, le gouvernement fédéral examinait ses propres actions. Donc, on disait que si c'était sur des terres fédérales et que ça impliquait des fonds fédéraux ou des permis octroyés en vertu de certaines lois, il fallait avoir une évaluation environnementale. Cette formule générale donc, a été retenue dans la rédaction à la fin des années 80 d'un processus qui a commencé par ces 4 piliers. Si c'est sur terre fédérale, fonds fédéraux, et qui avait des permis octroyés en vertu de différentes lois. Tout ce stratagème fonctionnait assez bien, ça a évolué, il y a eu des amendements apportés au fil des ans, un processus d'évaluation quinquennale. Mais dès qu'on est arrivé à 2012, si vous parliez aux gens de l'industrie, c'était prévisible. L'association des mines, le PDG, Pierre Gratton, s'est demandé pourquoi les conservateurs essayaient de se débarrasser de la loi alors que, pour une fois, elle commençait à fonctionner. Donc, on a eu la loi de l'évaluation environnementale proposée par Brian Mulroney et adoptée
par le Premier ministre Jean Chrétien qui avait évolué au fil des ans. Et au printemps 2012, un projet de loi budgétaire omnibus, le projet de loi C-38, l'ancien Premier ministre Stephen Harper a essayé de détruire cette loi, l'a abrogée en fait dans sa totalité, l'a abrogée pour la remplacer par quelque chose qui était intitulé SIA 2012. Et en même temps, ils se sont attaqués à d'autres lois, à d'autres projets de loi qui déclenchaient des évaluations environnementales, la loi sur les pêches, sur la protection des zones navigables, etc., etc. Alors, passons aux élections de 2015 maintenant, où les libéraux ont promis dans leur programme électoral de réparer ce qui avait les dégâts faits par le gouvernement Harper à la loi sur les pêches et à la loi sur la protection des zones navigables. En 2016 et 2017, plusieurs ministres se sont mis au travail. Le ministre actuel de la Sécurité publique était ministre des Pêches et a réparé la loi sur les pêches, l'a ramenée au niveau d'avant et l'a même améliorée. L'ancien ministre des Transports, notre ancien collègue, l'honorable Marc Garneau, a aussi réparé la loi sur la protection des zones navigables. L'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, a été persuadée par ses fonctionnaires de ne pas agir. Le plus gros changement apporté, en plus d'abroger la loi, ça a été de se débarrasser de certains critères qui arrimaient l'évaluation environnementale à certaines compétences fédérales. Donc, si c'était sur des terres fédérales, que ça impliquait des fonds fédéraux ou que ça faisait l'objet d'un permis octroyé par le gouvernement fédéral. Et au-delà de cela, le gouvernement de Stephen Harper a créé quelque chose qu'on a appelé la liste des projets désignés. Et cette liste de projets désignés, ça pouvait être tout ce que le ministre voulait inscrire à une liste. Donc, c'était basé sur des projets, pas sur des décisions, et ça pouvait inclure tout laissé à la discrétion du ou de la ministre. Alors ça, c'était la loi SIA 2012. On est passé de 5 à 6 000 projets fédéraux par an qui étaient examinés. C'était assez rapide. Mais ensuite, il y a eu moins de 100 projets qui ont été examinés chaque année. Donc, la fonction publique n'avait peut-être pas envie de retourner à toute cette longue liste et à faire en sorte que ça demeure un nombre assez limité. Le gouvernement fédéral, sous l'ancienne ministre McKenna, a proposé le projet de loi C-69 et a décidé de rejeter les conseils du panel d'évaluation environnementale sous l'ancienne présidente Joanne Gelina, a gardé les éléments clés qu'avait proposé Stephen Harper, à savoir que l'agence d'évaluation environnementale n'était plus responsable de la plupart des évaluations, mais que des agences de réglementation comme l'Office de l'énergie ou les différents conseils feraient leur propre évaluation séparément. Ils se sont aussi débarrassés de l'idée qu'on allait arrimer cela à la compétence fédérale. Ça demeurait discrétionnaire. C'est pourquoi j'ai voté contre ces 69. L'ancien premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a dit, bien, ça, c'est la loi anti-pipeline. Je dis, bien, c'est purement discrétionnaire, c'est au ministre de décider. C'est plutôt la loi pro-pipeline, selon moi. Mais il n'y a plus de lien avec la compétence fédérale. Il n'y a plus d'engagement de la part du fédéral à examiner tous ces projets pour voir quels sont les impacts sur l'environnement. Non, on s'est débarrassé de tout cela. J'étais peut-être la seule au sein de la communauté pro-environnementale à me réjouir lorsque la Cour suprême, en octobre 2023, a dit, eh bien, vous savez, cette liste des projets désignés est en fait ultra viresse. Elle demande juste au ministre ou à la ministre de dire quel projet il veut inscrire à la liste, mais ce n'est pas du tout ancré dans la compétence fédérale. De 1975 à 1993, et même jusqu'en 2012 avec C-38, quand Harper l'a abrogé, ont fonctionné d'une certaine façon. Mais ensuite, pour une raison complètement qui m'échappe et que je qualifierais d'être folle, mais là, je parle vraiment d'une décision et pas de personne en particulier, je me dis comment les libéraux ont-ils pu décider de garder la liste des projets désignés? La décision de la Cour suprême du Canada avait pourtant dit que c'était ultra viresse du gouvernement fédéral. Et maintenant, dans un projet de loi omnibus, qu'on nous avait dit qu'il ne se produirait jamais, eh bien, on maintient la liste des projets désignés.
Je ne pense pas que cette nouvelle version du projet de loi C-69 soit approuvée par la Cour suprême. Et je sais que on n'aura jamais d'évaluation environnementale de projets qui pourtant auront besoin d'être évalués. L'autoroute 413 ou les projets qui relèvent de la compétence fédérale ne seront pas évalués. Par contre, ça va être une solution rapide qui sera uniquement soumise au comité des finances. Je terminerai par ceci. Je dirais que je suis dégoûtée par ce projet de loi. Avant de passer aux questions et commentaires, j'aimerais rappeler aux députés que lorsqu'on parle, et de faire attention de ne pas frapper sur nos pupitres pour ne pas faire mal aux oreilles des interprètes. Quels sont ces commentaires? La députée de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue est à même, il sait parfaitement bien qu'il y a actuellement une hausse, actuellement depuis plusieurs années, une hausse au niveau de la pollution atmosphérique. Cette hausse de pollution atmosphérique fait en sorte qu'il y a une hausse des problèmes de santé, notamment pulmonaires et par ricochet cardiaque et autres, ce qui entraîne aussi des coûts de santé, une hausse des coûts de santé, également liée à l'âge, mais aux problèmes qui découlent de l'augmentation de la pollution. Malgré tout ça, le Canada ne répond pas aux demandes du Québec et des provinces canadiennes en termes de transfert en santé. Et en plus, le Canada ajoute d'autres financements ou avantages fiscaux pour les industries pétrolières. Est-ce que le Canada est un petit peu rétrograde dans sa manière de penser son budget et les réels besoins de la population? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue du Bloc québécois. Je suis tout à fait d'accord que c'est plus qu'ironique, c'est incroyable que le gouvernement a continué avec les subventions en faveur d'industries fossiles contre toutes les promesses d'annuler ces subventions, l'appui gouvernemental, par exemple, de 34 milliards pour payer pour le oléoduc Trans-Mountain, contre nos efforts de protéger notre climat et aussi, comme elle a dit, contre les intérêts de santé publique pour protéger notre population contre la pollution. Alors, nous pouvons faire plus et nous pouvons faire les décisions meilleures et sages, mais pas avec ce projet de loi. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for King. L'honorable député de King Vaughan. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue. J'ai une question pour elle. J'ai beaucoup entendu ces commentaires dans ma circonscription. Une personne sur 10 à Toronto compte sur les banques alimentaires et la moitié sont à moins de 200 $ de ne pas pouvoir payer leurs factures. La crise empire de jour en jour. J'ai parlé à un responsable d'une banque alimentaire et les chiffres augmentent plus rapidement qu'il ne peut se permettre de s'approvisionner. Cela inclut, bien sûr, des aînés qui viennent tous les mois. Ces gens ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer la nourriture. Le budget inflationniste n'aide pas nos communautés. Que pense-t-elle de cette situation et des dépenses inflationnistes de ce gouvernement dépensier? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Je remercie ma députée. Nous ne nous entendons pas sur les détails du projet de loi, mais il ne fait aucun doute que les Canadiens font face à une crise de l'abordabilité. Nous devons prendre des mesures pour alléger cette crise. Ce que nous voyons depuis plusieurs décennies, c'est un fossé de plus en plus grand entre les riches et les pauvres. Des gens qui autrefois se considérés comme faisant partie de la classe moyenne, aujourd'hui ne peuvent plus se payer de la nourriture. Je crois que le programme d'alimentation scolaire va certainement aider des familles. Il faut reconnaître les impacts inflationnistes de la pandémie et, bien sûr, cette crise a touché plus que la data. Il faut trouver des solutions qui fonctionnent vraiment
Et bien sûr, le revenu minimum garanti fait partie des solutions. L'honorable député, j'ai écouté l'échange et la députée de Saanich Gulf Island a dit qu'il était important d'avoir un programme d'alimentation scolaire national. Le budget prévoit cette mesure. On prévoit certains éléments. Je n'ai pas entendu la députée dire si vous allez voter pour le budget. Si la réponse est non, comment est-ce que la députée justifie son vote contre le budget, étant donné qu'il y a certains éléments dans le budget qu'elle soutient, comme le programme national d'alimentation scolaire? L'honorable député de Saanich Gulf Island. Je remercie le député pour sa question. Mon collègue de Kitchener, discutons de tous les enjeux, mais nous ne votons pas nécessairement de la même façon. Il y a certains éléments du budget que j'aime. Je crois vraiment à ce programme d'alimentation scolaire de manière passionnée et je crois que ça peut aider les jeunes. Malheureusement, en toute conscience, je ne peux pas voter pour un budget qui va détruire encore plus notre processus d'évaluation environnementale, qui ne tient pas compte de la gravité de la crise climatique et pour un gouvernement qui a mis 34 milliards de dollars dans un oléoduc et qui a mis en danger